Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une capsule qui va parler de la séparation, partie 2. Hier, j'ai fait une partie sur la séparation qui traitait un petit peu de moi, la manière dont je voyais la séparation dans le fameux mythe flamme jumelle, lorsqu'on parle du parcours que suit le chaser et le runner. Mais là, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de parler de la deuxième partie parce qu'il y a beaucoup à dire sur le sujet, sur la séparation, sur le pourquoi du comment, sur les rencontres qu'on y fait, sur les foudres karmiques, etc. etc. Et voilà, donc là, aujourd'hui, ce sera une deuxième partie sur la séparation. Donc, si ça vous intéresse, restez connectés. Et n'oubliez pas, elle est disponible aussi sur YouTube. Toutes les vidéos que je mets sur Insta, je les mets directement sur YouTube le lendemain. Comme ça, voilà, ça vous permet aussi d'être beaucoup plus à l'aise parce que réécouter les replays sur les GTV, c'est beaucoup moins pratique. Voilà, voilà. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Litchi, j'ai 25 ans, je suis comorienne et musulmane. Donc je m'intéresse au parcours flamme jumelle parce que j'ai moi-même rencontré ma flamme jumelle que j'appelle Ananas, mais avec ma religion, avec mon dogme de croyance, j'ai un certain détachement. C'est pour ça que j'ai envie de regarder le mythe flamme jumelle à travers les lunettes de l'islam. C'est pour ça que j'ai créé cette page et je propose également des accompagnements pour accompagner toutes celles et ceux qui ont envie de comprendre ce mythe tout en respectant leur confession musulmane. Donc bienvenue à toi si c'est la première vidéo que tu écoutes. Et sinon, si tu me connais, bah à bientôt parce qu'il y a plein de vidéos qui arrivent. Alors, la séparation. Donc, je m'étais arrêtée dans la dernière capsule à la fameuse séparation qui m'a séparée pendant presque un an avec Ananas. Quand on s'est retrouvés à la fac comme ça, donc moi j'étais très étonnée de le revoir parce que je me disais mais hein, quoi, comment, quoi, hein, comment ça se fait que je le revois, hein, quoi, hein. C'était incroyable. J'avais atteint un niveau de samadhi, donc l'équivalent de samadhi, c'est intraduisible, hein, mais je dirais que c'est une sorte de complétude intérieure, de rayonnement lumineux. On est envahi par une lumière qui nous transcende, une lumière de bien-être, une lumière de sérénité. C'est comme si on marchait sur un nuage. Honnêtement, il n'y a rien qui peut décrire cet état-là. Pour vous dire, il y a plein de films qui ont été faits pour essayer de décrire cet état-là. Des films qui durent des heures et des heures, hein, pour vous dire que c'est vraiment intraduisible, quoi. Mais en tout cas, retenez juste que c'est une certaine élévation. Et je me rappelle qu'après cet état-là, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand même, c'était que j'étais dans la pleine conscience constamment. C'est-à-dire que je sentais que ma sensibilité était décuplée. J'étais consciente de tout et de rien. C'est-à-dire que quand je passais devant une feuille morte par terre, j'étais émue. Quand je passais devant un bébé, j'étais émue. Devant les animaux, j'étais émue. Chose qui ne m'était pas du tout, ce n'était pas du tout le cas. Bon, j'ai toujours une faiblesse pour les bébés, mais devant les animaux, pas trop. Mais là, en fait, c'était plus fort que moi. J'étais émue par la création divine. J'étais émue par la nature. J'étais émue pour tout. J'étais beaucoup plus sensible. Déjà qu'à la base, je suis hypersensible, hein. Et d'ailleurs, on va en parler de ça. Mais là, c'était un autre niveau, quoi. Rien m'émouvait. Surtout une feuille morte, mais vous imaginez une feuille morte? Enfin, bref. Donc, je t'ai arrêté la dernière fois en disant que, après un an de séparation, surtout qu'il y a eu le Covid, je l'ai retrouvé donc à la bibliothèque et j'ai eu tout de suite une envie d'écrire. Donc j'ai écrit à peu près une vingtaine de pages qui reprend en fait le manuscrit de mon livre. D'ailleurs, restez bien connectés parce que il y aura de nouveautés. Et donc, quand je lui ai montré, il faut savoir que c'est un homme assez religieux, hein, il maîtrise la parole de Dieu. Et comme je vous ai dit, il est converti, il a 35 ans, il est d'origine congolaise. Mais très jeune, voilà, très jeune, il a été sensible à la question de vérité, à la question de l'islam. Du coup, voilà, il a quand même beaucoup prouvé qu'il était engagé dans cette voie. Il a appris le Coran par cœur, il l'a mémorisé seul.
Donc voilà, c'est un homme qui est assez religieux. Donc moi, ça me tenait à cœur quand même d'avoir son avis, pas forcément pour valider mes théories, mais surtout pour valider la vie religieuse. Parce que si vous ne connaissez pas l'islam, je vous apprends que l'islam est une religion qui aime beaucoup la précision, qui aime beaucoup la science. Et donc on part du principe que la science absolue se trouve dans les preuves écrites. Ce qu'on appelle les preuves écrites, c'est le Coran et les pratiques et coutumes de notre prophète. Allez, salam. Paix et prière sur lui. Du coup, moi, je me suis dit, ok, Litchi, il faut absolument que tu montres à Ananas ton travail. Donc, on s'est vu. On s'est vu à la rentrée, comme ça. Je lui ai écrit, j'ai envoyé un petit mail. Et je me rappelle que j'avais vraiment peur, quoi. Je me suis dit qu'il allait il allait rigoler, il allait rire, il allait trouver ça vraiment trop tiré par les cheveux. Mais à ma grande surprise, il m'a proposé qu'on se voit. Et là est arrivé le fameux moment, bah, on s'est vu. Donc moi j'étais très légère. J'étais très légère parce que j'étais apaisée, j'avais pas d'attente. Bah, de toute façon j'étais dans l'état de samadhi, l'état de pleine conscience, de complétude, de légèreté. J'étais tellement étonnée déjà qu'il veuille me voir parce que moi j'étais persuadée qu'on n'allait pas se voir dès maintenant. Le lendemain quoi, presque le lendemain, donc quelques jours après. Du coup, je me suis dit, oh ok. Et donc je suis allée à ce rendez-vous. Et pendant 2 heures, 2 ou 3 heures, je lui ai montré mon manuscrit et il m'a expliqué qu'il y avait certaines facettes. Il y avait certaines facettes qui n'étaient pas vraiment claires. Du coup, quand ça s'est passé, je tiens à préciser que j'étais beaucoup moins sauvageonne qu'au début. Vous vous rappelez, au début, je lui ai dit alors, pourquoi non? Mais là, je me suis trouvée. En fait, quand j'étais avec lui, je m'auto-analysais parce que, comme je vous l'ai dit, on est comme deux miroirs. Donc là, je me suis trouvée mais tellement apaisée. Et même, je me rappelle avoir fait ce travail où je me disais, oh oh, Litchi, s'il te plaît, reviens à l'instant intérieur, reviens à l'instant intérieur. À l'instant intérieur, ce que j'appelle l'instant intérieur, c'est le just being. En fait, c'est juste d'être dans l'instant présent. Mais là, j'avais même pas besoin de faire ce travail-là parce que c'était naturel à ce moment-là, vraiment. Dans cet état de samadhi, c'était vraiment naturel. Du coup, après ces 2 heures passées, on s'est quittés. Et j'ai remarqué que lui était vraiment très attentif, il n'était pas du tout dans le jugement, et au contraire, à ma grande surprise, il acquiesçait en fait, il acquiesçait à mes travaux, voilà, il m'a même donné plein de références, des références incroyables, et il a sorti des phrases que moi je jugeais incroyablement puissantes, mais je sentais que pour lui c'était normal quoi. Et là, ça m'a beaucoup remise en question. Après qu'on se soit séparés, ça m'a beaucoup remise en question. Je me suis dit, mais en fait, il est beaucoup plus conscient que moi. Parce que pour sortir des phrases qui ont autant de sens, les sortir de manière aussi anodine, c'est incroyable. Il a dit une phrase qui m'avait beaucoup marqué, c'est qu'il avait dit euh, le temps est un éternel présent. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la puissance de cette phrase? Le temps est un éternel présent. Je me rappelle que ça m'avait tellement choqué que je l'ai noté. Je l'ai noté. Et lui, il n'était pas du tout. Enfin, à la limite, il a levé les sourcils, quoi. Il me disait, mais ça c'est rien, quoi. Enfin, pourquoi tu notes ça? Mais voilà, quoi. C'était du lourd. J'étais. Waouh! Je me rappelle avoir eu des frissons tellement c'était du lourd, quoi. Donc, après cette période, je me rappelle que on est arrivé on travaillait beaucoup à la bibliothèque. Et à la bibliothèque, on était amené à se voir très souvent. Et, euh, et je faisais souvent le pas de l'aller le voir en fait. C'était plus fort que moi, j'aimais aller à sa rencontre, le saluer, etc. Mais il est arrivé un moment donné où c'était lui aussi qui faisait ça. Je me rappelle que quand même là, c'était quand même incroyable que lui vienne me voir et me demander des nouvelles, etc. Et des fois, on pouvait parler. Il m'a même aidé pour des travaux universitaires parce que je travaillais sur le Congo. Hein, et c'était incroyable, c'était incroyable. Parce que là, clairement, on était certes séparés, mais on était comme ensemble, quoi. C'était ça qui était incroyable. Donc après est arrivée une phase où j'ai eu l'impression qu'il s'éloignait de moi.
Et j'ai pu constater, parce que le mythe flamme jumelle, qu'est-ce qu'il explique? Il explique qu'on est deux vases communicants et que dans tous les cas, il y a une certaine télépathie et que lorsque l'autre fuit, l'autre suit. Et lorsque l'autre suit, l'autre fuit. Voilà. Et que tout s'équilibre quand les deux ont réussi eux-mêmes à s'équilibrer. Et donc, dans l'avancée de l'année universitaire, je sentais que mon cœur commençait à s'attacher à cette personne parce que j'aimais aller à sa rencontre, j'aimais aller le voir, mais je ressentais que mon cœur commençait à nourrir une certaine attente. Et pile au moment où j'ai senti que mon cœur commençait à nourrir une certaine attente, j'ai vu que lui commençait à me fuir. Donc comment ça se manifestait? Par exemple, j'allais à la fac, j'allais à la bibliothèque, parce qu'il faut savoir que dans notre fac, la bibliothèque est collée à la fac. Bref. Donc quand je dis je vais à la fac, c'est souvent à la bibliothèque. Donc j'allais à la bibliothèque et des fois je pouvais avoir envie d'aller le voir et je pouvais tourner dans la bibliothèque euh, pour voir en fait s'il était là, à sa place habituelle, etc. Et, euh, et au moment où j'ai commencé à nourrir de l'attente, j'avais l'impression, et je lisais dans ses yeux, que en fait il changeait. Il changeait. Son regard changeait. Et je détestais ce regard-là. Il avait un regard mais tellement froid. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la première rencontre quand on s'était vu après la bibliothèque, après qu'on se soit parlé, et je vous ai dit que lorsque moi je l'ai salué, je lui ai dit salam alaikum. Lui, il m'a regardé avec un regard tellement froid. Wa alaikum salam. Et en fait, ce regard-là, c'est vraiment le regard que je déteste le plus au monde, et c'est le regard que j'ai recroisé à ce moment-là, en fait. Au milieu de l'année universitaire, j'ai vraiment vu qu'il y a eu un basculement où lui, en fait, il me fuyait. Voilà, il ne me voulait pas. Il me fuyait. Inconsciemment. Je veux vraiment, vraiment, vraiment accorder beaucoup d'importance à ces mots-là. Inconsciemment. Comme moi, je le traquais, entre guillemets, inconsciemment. Bref, donc j'ai commencé à prendre de mes distances et je me rappelle m'être promise de ne plus jamais le fuir et de ne plus jamais aller à la Bulac avec l'intention de le regarder ou de le chercher dans la bibliothèque. Non, non, de ne plus jamais faire ça parce que c'était m'oublier déjà d'une part et de deux, c'est révélateur encore une fois d'une peur, etc., etc. D'ailleurs, les fameuses peurs de l'abandon, du rejet, on va en parler, ne vous inquiétez pas. Là, j'ai envie de parler d'abord des étapes successives narrées dans le mythe. Donc, moi, Litchi du nom, du nom d'emprunt, je commençais à me recentrer sur moi et je ne calculais vraiment plus la Bulac. Ensuite, j'ai commencé à nourrir un grand intérêt pour la notion de légende de vie. J'ai été comme frappée par une révélation, une conviction de ma mission de vie et j'ai été complètement gangrénée dans sa réalisation. Du coup, ça me demandait quand même de passer beaucoup par de nouvelles choses, sortir de ma zone de confort, faire de nouvelles rencontres. Et ça a été le cas. Vraiment, l'année 2021, j'ai passé presque toute l'année 2021 à sortir de ma zone de confort, à faire des rencontres incroyables qui m'emmenaient petit à petit vers les pas de l'entrepreneuriat. Et j'ai passé vraiment beaucoup de temps à travailler ça. Donc j'allais de moins en moins à la bibliothèque. Et je me rappelle, ces choses incroyables, c'est que à ce moment-là, j'ai rencontré un petit ange. J'ai rencontré une jeune fille qui était dans ma classe. Avec le confinement, on ne s'était jamais vu en vrai, mais il y avait quelque chose qui m'attirait chez elle. Elle avait une certaine lumière. Et quand on s'est vu en vrai, je lui ai parlé vite fait des liens d'âme, des âmes sœurs. Mais elle n'était pas du tout, c'est pas coopérative, mais elle ne comprenait pas vraiment. Et en fait, cette jeune femme m'a recontactée en été pour me dire voilà, Alici, j'ai envie de te reparler parce que voilà, tu m'as l'air de pouvoir répondre à certaines questions. Donc, chose faite, en juin, on s'est revus. Et, euh, et là, ça a été incroyable parce que j'ai clairement vu qu'elle passait aussi par le mythe FJ. Elle était venue pour me parler d'astrologie et de la manière dont l'islam voyait l'astrologie, mais on a très vite bifurqué vers
Enfin, c'est moi qui lui ai dit, écoute, voilà, ce que tu vis, c'est un mythe. En fait, c'est un parcours qui est décrit dans les mythes flammes jumelles, quoi. Tu as rencontré une âme sœur, etc. Hey, ma belle Mina! J'espère que tu vas bien, ma belle. Oh là là, en direct avec toi. Oh mon Dieu. Je suis trop touchée. Je vais continuer à parler. Donc, celles qui m'écoutent sur YouTube, sachez que c'est des rediffusions de live. Donc là, j'ai créé une page Instagram. Et donc, je fais des IGTV et ensuite, je balance tout sur YouTube. Donc là, je suis en compagnie de la belle Mina. Oh là là! Comment vas-tu, ma belle? J'espère que tu vas bien. Je suis émue. Je suis trop émue. Donc je vais continuer sur ma lancée. N'hésite pas à me faire des petits cœurs, à m'envoyer des petits messages. De toute façon, on est entre nous, hein, ne t'inquiète pas. Les commentaires ne s'affichent pas. Oh là là, je suis trop contente de te voir, ma belle. Oh là là. Là, les gens qui vont écouter ça sur YouTube, ils vont dire, c'est pas du tout professionnel. Mais voilà. Pour celles qui ne savent pas, j'ai fait une vidéo ce matin. J'ai publié une vidéo ce matin et du coup, il y a une personne dans les commentaires qui m'a écrite et ça m'a tellement touchée et ce soir, je la retrouve. Donc il est très tard, mais elle prend le temps de m'écouter. C'est trop mignon. Oui, avec plaisir, ma belle. On échangera de vive voix avec plaisir. N'hésite pas à me dire tes disponibilités en privé. On fera ça avec plaisir. Waouh! Une très belle surprise qui réchauffe le cœur. Oh, baby! Elle dit, moi aussi, c'est un réel plaisir de t'écouter. Bah, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Oh là là, je suis trop émue. Je suis trop émue. Bon, je vais continuer, hein, Mina, je vais continuer. De toute façon, comme tu as écouté la capsule d'hier, tu sais de quoi je parle. Donc là, je suis en train de reparler de la séparation et du fait que après, en été, il y a eu une autre séparation parce qu'on s'est quitté, parce que moi, je devais me recentrer sur moi. J'avais des projets entrepreneurial, je ne sais plus conjuguer. Au revoir le français. Et du coup, est arrivé le moment où je n'allais plus à la Bulac. Je n'allais vraiment plus à la Bulac. Et je voyais de signes de temps en temps. Mais sans plus, quoi. Franchement, il me manquait, mais sans plus. Voilà, sans plus. J'étais vraiment sereine. Mais est arrivé le fameux moment où j'ai rencontré cette jeune femme qui s'est retrouvée dans le mythe Flamme Jumelle, qui m'a parlé de son histoire. Donc, il y a une histoire complètement folle. D'ailleurs, je compte l'inviter sur ma chaîne YouTube pour qu'on puisse en parler. Elle est musulmane, donc je tiens à préciser, elle est musulmane, elle est d'origine marocaine. Et son jumeau, je crois que c'est un Algérien. Ouais, je crois que c'est un Algérien aussi. Elle a 24 ans et lui, il en a 25. Donc voilà, ils ont une histoire assez particulière hein, qui n'a rien à voir avec la mienne. Mais voilà, quand même, c'est une histoire c'est du lourd, quoi. C'est du lourd. Du coup, quand elle m'a dit son histoire, honnêtement, on a passé tout l'été, j'ai été son accompagnatrice. Et j'ai trouvé ça tellement fort, je me suis dit, mais en fait, Seigneur, tu m'as accordé un rêve. Parce que moi, honnêtement, quand je suis sortie de ma rencontre avec mon jumeau, je me suis dit, Seigneur, j'ai envie d'écrire. J'ai envie d'écrire parce que j'en suis sûre qu'il y a plein de musulmans comme moi qui souffrent tout seuls et qui ne trouvent pas de réponse. Donc il faut que j'écrive, il faut que j'aide. Et là, Dieu, il m'offre sur un plateau d'argent une jeune femme qui était dans ce parcours FJ, qu'elle ne savait même pas. Donc je me suis dit, waouh, mais merci Seigneur, en fait, tu m'as accordé une amana, tu m'as accordé un dépôt, tu m'as confié un petit cadeau, et j'espère pouvoir être à la hauteur de ce cadeau. Donc, cette belle âme, donc je vais l'appeler mon âme sœur, parce que clairement c'est mon âme sœur. Hein. D'ailleurs, on va faire une différenciation entre âme sœur, qu'est-ce qu'une âme jumelle, etc. Ça arrive dans les terminologies. Bref, donc on a passé tout l'été, je l'ai accompagnée. On est en janvier aujourd'hui. Quand je vous dis que depuis juin, je l'ai accompagnée. On a passé l'été de juin à septembre, presque tous les jours. J'étais en train de lui expliquer qu'est-ce que c'était. J'étais en train de l'envoyer vraiment plein d'ondes positives pour lui permettre de se relever, quoi. Parce que vous savez comment c'est tellement difficile. Et petit à petit, elle a commencé à tuer son ego, tuer son ego, tuer son ego. Et elle a réussi à être beaucoup plus grande aujourd'hui. Et vraiment,
elle recommence, pour vous dire, hein, c'est depuis juin, hein, mais c'est là aujourd'hui au moment où je parle, où elle recommence une prise de contact beaucoup plus saine avec son jumeau. Donc c'est la preuve que, en fait, tout est possible quand on travaille sur notre ego, quand on travaille, quand on fait preuve d'humilité. Donc c'est juste génial de voir ça et c'est un grand élan d'espoir pour elle. Donc je veux juste vous rappeler que la séparation, certes, il y a la nuit noire de l'âme, mais il y a du lourd aussi qui arrive. Dans mon histoire, il y a du lourd. Donc après que j'ai vu cette amie en juin, je devais aller à la bibliothèque parce que j'étais dans un mémoire de recherche. Je travaille sur un mémoire de recherche, je suis dans la linguistique. Bref, donc après les vacances, vers la fin des vacances, il s'avère que la bibliothèque ferme le 13 août, aux alentours du voilà, milieu août. Donc je m'étais dit que j'allais prendre plein de livres, comme ça je pourrais travailler chez moi tranquillement. Et si vous vous rappelez bien, je vous avais expliqué qu'il y a 2 ans auparavant, il y avait eu la séparation avait commencé lors de la fermeture de la bibliothèque. Donc, dans un coin de ma tête, je me disais, ah ah ah, regarde, ce serait vraiment incroyable hein, que tu le croises ce jour-là. Donc, je suis à la bibliothèque, tranquillou. Bref, inutile de vous dire qu'il y avait plein de péripéties qui m'ont amené. Bah voilà, je vous expliquais clairement. Je devais aller à l'imprimante. Et l'imprimante où je devais aller, normalement, c'est mon imprimante préférée, il n'y a jamais personne. Mais là, comme par hasard, il y avait plein de gens. Donc, je pars de cette imprimante pour aller en une autre. Et ensuite, là-bas aussi, il y avait du monde. Du coup, je me pose sur une table. Et sur cette table, je me rends compte que voilà, il me faut d'autres livres. Je me lève et je dois passer devant des salles, en fait. Parce que dans la bibliothèque où je suis, on peut privatiser des salles. Donc, je me lève, papapapapapam, je marche. Et là, je passe devant une salle de travail. Et je croise mon jumeau. Je croise mon jumeau. Ananas. Et, ah oui, il y a aussi une chose qui est importante que je dois vous dire. C'est que je suis une personne, je baisse les yeux. Je n'arrive pas à regarder les gens dans les yeux parce que je trouve qu'il y a tellement d'émotions dans les yeux. Mais là, j'avais le sentiment... en fait, moi, la manière dont je croisais mon jumeau et je le percevais, c'était vraiment énergétiquement. Nina rigole. Je le croisais énergétiquement, en fait. C'est-à-dire que je ressentais son énergie. Mais plus le temps passait, et jusqu'à maintenant, au moment où je vous parle, hein, mais son énergie a complètement changé. C'est-à-dire que je ne sais pas comment le reconnaître. Vraiment, hein, je ne sais pas comment le reconnaître parce que en fait, il n'y a que ses habits, il n'y a que des choses qui lui appartiennent qui me permettent de l'identifier. Mais son énergie, elle a complètement changé. Avant, quand je le croisais, j'avais mal au ventre, j'avais des torsions au ventre et je me disais, ah ok, bon, je sais que c'est lui, quoi. Mais là, c'était fini, quoi. Donc je passe devant la salle et je me dis, mais est-ce que c'est lui? Donc c'est des salles individuelles, hein. Donc là, c'est réservé aux chercheurs. Moi, j'étais là parce que je suis chercheuse. Et du coup, j'étais là, mais est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Et donc, je m'arrête quelques instants. Et puis, je vois, en fait, sur son bureau, qui travaillait. En fait, c'était des livres en accord avec son sujet de recherche. Donc, sur le Liban. Et du coup, je me dis, ah, ok, peut-être que c'est lui. Donc, je toque à la porte. Parce que c'est vraiment des mini-carrels. Hein. On appelle ça des mini-carrels. Donc, je toque à la porte. Toc, toc, toc. Et là, il se retourne et il me regarde. Et il est hyper content. Il est hyper content et il m'ouvre la porte. Et on se parle. On se parle, on se parle, on se parle. Et là, je lui dis, oui, alors, comment tu vas, etc. Et il me dit, oui, ouais, je vais bien et tout. On était comme des gamins, quoi. On était vraiment comme des gamins. Et là, je m'approche près de sa table et je lui dis, ah, tu travailles sur le Liban? Et il me montre ses livres. Et là, je vois sur sa main une alliance. Ok? Une alliance. Donc, dans ma tête, déjà, j'étais partagée parce que ça s'est passé pendant une fraction de seconde, mais je me suis dit, oh oh, il a une alliance là. Mais elle n'était pas mise sur son doigt d'honneur, sur le doigt où doit se placer l'alliance. Donc je me suis dit, soit c'est pendant tout ça, pendant une fraction de seconde, hein, je me suis dit, soit c'est une bague de mariage, soit c'est une bague de esthétique. Mais quand même, voilà, on est en train de parler, mais moi dans ma tête, je me disais, attends, il s'est marié là? Mais quand même, enfin bref, j'étais tellement contente de le revoir. Parce que, imaginez, donc on récapitule, hein, depuis presque 6 mois, je ne l'ai plus vu. Et en plus, durant ces 6 mois, je suis en train de coacher et d'accompagner, enfin, les 2 derniers mois, j'étais en train de coacher et d'accompagner une jeune femme qui participait aussi à cette folie qui est le parcours Flamme Jumelle.
Et donc ça m'a poussée en fait à repenser à cette histoire, que je le veuille ou non, j'ai dû lui expliquer mon histoire pour qu'elle comprenne, etc. Et, euh, et oui, j'ai oublié la grande coïncidence incroyable, c'est que cette âme sœur, donc mon amie que j'ai accompagnée, elle connaît mon âme jumelle. Elle le connaît comment? Parce qu'ils ont, à un moment donné, été dans la même filière universitaire, ils ont dû travailler sur certains séminaires ensemble. Bref, donc je suis dans une phase où quand même là je vois cette alliance et je me dis ok, mais je suis contente de le revoir. Donc moi j'étais juste heureuse de le revoir et on parle, on parle, on parle. Et je me rappelle que l'énergie qui ressortait, c'était qu'il était vraiment lui aussi content. Il était vraiment content, je le voyais, il rigolait, il souriait. Et je voyais qu'il était enjoué en fait. Il était vraiment enjoué. Et il faut savoir qu'on a passé tellement de temps à parler que à 20 h, la salle du bas, on était dans la salle du bas, la salle du bas ferme. Donc là, il y a les gens qui font la ronde, les gens de la sécurité qui disent s'il vous plaît, on va fermer et tout. Donc on nous a bougé et on est monté dans la salle du haut qui, elle, ferme vers 22 h. Et quand on est monté vers le haut, lui, il est resté en fait près de moi et il m'a expliqué qu'en fait, attendez, est-ce que vous savez ce qu'il m'a dit? Non mais ça c'était incroyable. Il m'a dit, tu sais, je te cherchais en regardant ma place parce que voilà, j'avais une place où je m'asseyais d'habitude et on était proche de cette place, donc il a regardé cette place en me disant, tu vois, ben moi je te cherchais. À chaque fois, souvent, je venais et je te cherchais, je me demandais où tu étais et je faisais des tours, je patrouillais. Qui dit patrouiller? Là, tu vois, c'est là que je vois la différence d'âge. Mais il disait, je patrouillais dans la bibliothèque pour savoir où tu étais. Pour savoir où tu étais. Donc là, voilà, je me demandais où tu étais. Et donc moi j'ai dit, oh, c'est trop mignon. Oh, merci. Mais moi j'étais très très loin, tu sais. J'étais vraiment en train de travailler sur d'autres projets. Donc je ne venais plus à la Bulac, à la bibliothèque. Donc lui il rigolait, il souriait, il était très fier d'avoir dit ça. Mais en fait sur le moment j'ai pas capté que c'était énorme quand même que ce qu'il voulait me dire, ce qu'il venait de me dire. J'étais tellement jouée, oh mon Dieu. Et c'est pas fini, le rêve ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'à la fin de la bibliothèque, à la fin de la fermeture, donc ça a fermé aux alentours de 22 h, on est arrivé ensemble à, en fait, on est arrivé devant la bibliothèque en même temps, puisqu'on sortait. Et on prenait le même chemin pour rentrer. Et là, on commençait à marcher, 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 et on était dans notre bulle, quoi, dans notre monde. On parlait, on souriait, on rigolait. Et arrivé près de l'arrêt de bus, je me rappelle, hein, j'avais dit à mon âme sœur, là, mon amie que j'accompagnais, je lui avais dit, je me rappelle, je lui disais, mais tu sais, la flamme jumelle, c'est une personne, c'est une âme qui est tellement, tellement pure, tellement magnifique que moi, je ne pourrais que lui souhaiter que du bien. Moi, je rêverais de la revoir et de lui dire, waouh, je suis trop contente de te revoir. Et je l'ai fait, je lui ai dit ça, je lui ai dit, mais tu sais que je suis vraiment contente de te voir, de te revoir. Et je me rappelle qu'il m'a regardé en souriant, en disant, ah oui, et en baissant les yeux. Et je me rappelle que quand j'ai vu ça dans son regard, j'ai compris qu'il y avait une autre femme. Parce que la manière dont il a regardé le sol, ça voulait dire je ne peux pas te dire moi aussi. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai compris la chose. Donc, sur le moment, j'ai pas vraiment capté, hein, mais vous savez très bien que les chasers sont vraiment très, très, très dans les détails. De toute façon, on l'est tous. Et d'ailleurs, vous allez comprendre ma théorie dans d'autres vidéos. Et du coup, on s'est séparés. Et je lui ai dit, bon, bah, on se reverra plus tard, hein. Et lui de me dire, bah oui, d'ailleurs, il y a une bibliothèque dans tel quartier qui ouvre pendant les vacances. Donc voilà, peut-être que moi j'y serai. Et donc moi je dis, ah ok, bah peut-être que moi aussi. Et là on s'est séparés. Alors comment dire que surtout le trajet, c'était comme dans un rêve, quoi. Je me suis dit, mais attends. Je me suis refait le film parce que j'arrivais pas à y croire quand même là. Le gars, ça faisait 6 mois que je l'ai pas vu. De toutes les années où on s'est parlé, ça faisait plus d'1 an et demi qu'on se connaissait, il m'a jamais montré un intérêt, mais jamais de la vie, à part les moments où il acceptait de me rencontrer. Et là, il me dit qu'il me cherchait.
Non, pour moi, c'était incroyable. Là, c'était incroyable. C'était une victoire. C'était une victoire parce que je me disais, regarde, Litchi, tout ce que tu as travaillé sur toi, et ben là, aujourd'hui, tu es en train de payer. En fait, enfin, c'est le fruit de ton travail. Tu ne peux que être contente. Vraiment, j'étais très contente. Mais il y avait encore la bague, en fait, l'histoire de la bague que je ne voyais pas honnêtement. Je n'arrivais pas à accorder de l'importance à ça parce que c'était tellement magnifique ce que je vivais à ce moment que je me disais, oh, it isn't important, c'est pas vraiment important. Ok, attachez-vous les amis, s'il vous plaît, parce que là, c'est du lourd qui arrive. Ok? C'est du lourd. Franchement, je me dis, j'espère vraiment qu'Adanas ne va jamais tomber sur cette chaîne. Moi, j'ai pas envie qu'il tombe sur cette chaîne. Honnêtement, je lui ai dit que j'allais écrire, je lui ai dit que j'allais faire des travaux, mais, euh, mais là, je me révèle énormément, quoi. Euh, c'est incroyable. Bref, donc, les amis, attendez. Donc, après cette courte page d'euphorie, je me rappelle que on s'est recroisés encore. On s'est recroisés, du coup, bah, à la rentrée. Et en fait, il faut savoir que c'est un homme qui travaille de nuit. D'accord? Il travaille de nuit. Il est réceptionniste dans un hôtel. Il travaille de nuit. Et moi, je le sais parce que ça m'avait beaucoup étonnée. Parce que moi, à l'époque où on s'est rencontrés, moi aussi, je travaillais de nuit. Donc, ça faisait d'autres points en commun. Et quand je suis arrivée à, à la rentrée, je retravaillais à la Bulac. Donc, je suis repartie à la Bulac, etc. J'avais donc ma fameuse place habituelle. Et lui, en fait, les habitudes qu'on avait, c'était que moi, souvent, je l'observais de très très loin dormir. Parce que bien sûr que la journée, la première partie de la journée, il était fatigué. Donc souvent, il dormait. Et d'ailleurs, ça m'avait beaucoup marqué dans sa personnalité. Quoi. Je le trouvais vraiment courageux. Ça m'avait vraiment touché. Et souvent, bah, moi, comme je suis proche, ma place est vraiment proche de la sortie, il peut très facilement me voir en fait quand il part ou quand il revient pour se débarbouiller, pour aller prier, etc. Oui, parce que les musulmans prient 5 fois dans la journée. Bref. Du coup, moi, j'étais un petit peu quand même dans l'attente parce que à la rentrée, quand même, là où on allait se revoir, je me suis dit que bah, c'est normal qu'il me salue. C'est la moindre des choses. Et j'ai noté qu'il ne m'a pas salué. C'est-à-dire que quand je suis arrivée dans la bibliothèque, d'accord, mon angle de vision pouvait voir où il était assis. Et lui aussi, il pouvait voir facilement où j'étais assis parce que, comme je l'ai dit, j'avais pour habitude de m'asseoir très proche, très très proche de la sortie. Et c'était pas stratégique, hein. Ah oui, parce que là, on peut se dire, ouais, c'est stratégique. Non, 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 c'est pas du tout ça. C'est juste, je vous explique, j'avais pas de PC et les PC, ils sont devant, ils sont devant, voilà, là devant la sortie. Bref, du coup, ce jour-là, je me rappelle m'être approchée de lui et l'avoir vu endormi. Donc je l'ai laissé. Et lui, j'ai remarqué je crois vers 2 heures, 3 heures, j'ai regardé un peu vers sa place et j'ai vu qu'il n'était plus là. Donc je me suis dit, ah peut-être qu'il est parti se débarbouiller, etc. Donc je travaillais, je travaillais, je travaillais. Et vers le milieu de la journée, j'ai regardé encore une fois devant sa place et j'ai vu que il était là. Et là, dans ma tête, ça m'a un petit peu, ça m'a fait tilt, quoi. Je me suis dit, attends, il est passé 2 fois dans l'aller et le retour et il m'a pas salué. Sachant que, bah, il me saluait en fait. Il avait pour habitude de me saluer. Mais là, il l'a pas fait. Là, quand même, je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Est-ce que vous voyez à quel point c'est tellement précis? Quand on est dans ce mythe-là, un détail change tout. C'est incroyable. Bref, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis partie le voir quand même. Je suis partie le voir, je l'ai salué. Et il m'a salué, on s'est parlé, et ensuite je suis partie. Mais j'ai compris dans son regard et dans son comportement, ça m'a beaucoup travaillé. Toute la soirée, j'ai repensé à ce comportement et je me suis demandé, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il se comporte comme ça? Pourquoi il m'évite? Pourquoi il ne me salue pas? Et là, j'ai compris. Je me suis dit, mais Litchi, s'il fait ça, c'est parce qu'il est marié en fait. Il n'y a pas de doute. Et puis ça explique
beaucoup son changement physique, parce que même physiquement, il avait changé, il avait l'air d'avoir de nouveaux habits, de nouveaux vêtements. Vous allez me dire, mais c'est qu'un détail. Non, c'est un détail certes, mais c'est beaucoup relatif aussi au mariage, parce que qui dit mariage dit voilà. On sait très bien qu'on a envie d'être la meilleure version de soi pour son époux. Donc là, je me suis dit, mais attends, Litchi, là, il s'est marié, là. Et je me rappelle, j'ai passé la nuit, mais quand je vous dis, j'ai passé la nuit à pleurer, j'étais cassée de l'intérieur. J'avais l'impression de m'effondrer. J'avais l'impression de m'effondrer totalement. Je me suis dit, mais mon Dieu, tout ce travail pour ça. Donc là, il est en train de me dire, attendez, il est en train de me dire il y a quelques semaines qu'il me cherchait, qu'il patrouillait pour me trouver. Et aujourd'hui, il me dit, enfin, il m'a pas dit, il m'a même pas dit, bah oui, ça c'est le comble en plus, il m'a même pas dit, mais aujourd'hui il est marié. Donc un homme marié, c'est comme ça qu'il se comporte. Déjà ça m'avait énervé de un, et de deux, ce qui m'avait énervé, c'était en fait, c'était que en fait que c'est jamais clair en fait, que c'est jamais clair notre relation, elle est jamais claire. Et là, il est marié, donc il a encore plus compliqué la chose quoi. J'avais l'impression qu'il m'avait trahi, mais d'une manière incroyable, incroyable. Bonsoir Barbara Giraud, j'espère que tu vas bien. Je suis en train de parler un petit peu de la deuxième phase de la séparation dans mon histoire. Donc voilà, tu arrives au milieu malheureusement, mais ne t'inquiète pas, il y aura un replay. Donc je te fais de gros bisous. Et du coup, j'étais vraiment, vraiment agacée, mais j'avais pleuré. Mais quand je vous dis que j'avais pleuré, les amis, c'était très difficile, quoi. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Parce que le timing, moi, j'avais confiance en Dieu. Je me disais, Seigneur, si tu m'as accordé cette épreuve, c'est que je peux la supporter. Mais il faut savoir aussi ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'à cette période de ma vie, j'étais très éprouvée mentalement. J'étais très éprouvée mentalement. Euh, très, très, très éprouvée. Oui, ma belle, tu m'as demandé, est-ce qu'il s'est marié? Oui, il s'est marié. J'étais très éprouvée mentalement parce que mes parents revenaient. Et en fait, mes parents, ils ont une emprise sur moi en fait assez toxique. Donc ça je vais en parler dans une autre vidéo hein, parce que moi je m'identifie plutôt dans le rôle du chaser entre guillemets. Mais voilà, j'étais beaucoup sous emprise de mes parents et mes parents n'habitaient pas en France. Donc je suis d'origine comorienne, mes parents habitent Mayotte et là ils étaient venus à Paris pendant quelques temps. Moi j'habite Paris en ce moment, donc ils étaient venus à Paris voilà cet été. Donc c'était une grande épreuve pour moi parce que leur rencontre signifiait que j'allais déconstruire en fait toute leur toxicité. Voilà. Donc ça c'était très difficile pour moi mentalement à gérer. J'étais en train de monter ma boîte. J'étais en train de monter ma boîte, donc c'est très difficile. Hein. Pour celles qui sont entrepreneuses, vous savez à quel point c'est très difficile. J'étais en train de déménager. Bref, j'étais très fatiguée mentalement, physiquement. J'avais pas eu de vacances. Bref, oh, c'était horrible. Et là, c'était comme la cerise sur le gâteau, quoi, l'effondrement. Et chose que je vous ai pas dit, c'est que quelques semaines avant, j'avais rêvé de cet effondrement. Dans le rêve, bon, je vais faire en gros, hein, mais dans le rêve, je me voyais en train de traverser un pont, et sur ce pont, il y avait eu un effondrement. Et donc, on me voit qui tombe, et vous savez, c'est comme les personnages de jeux vidéo, quand ils n'ont pas réussi une partie, mais ils recommencent pas depuis le début. Non, 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 ils reviennent là où ils sont tombés, quoi. Donc là, c'était vraiment ça. Dans le rêve, on me voit m'effondrer, enfin le pont qui s'effondre. Et ensuite, on me revoit revenir pour avancer. Donc moi, j'ai pris ce rêve-là, je l'ai interprété à ma manière, et je me suis dit, oh, mais en fait, je vais connaître un effondrement. Et à l'époque où j'ai fait le rêve, honnêtement, je me disais, mais à quoi correspond l'effondrement? Parce que je vois vraiment rien dans ma vie à ce moment-là. Mais je vous promets que cette nuit, quand j'ai pleuré de toutes les larmes de mon corps, j'ai compris d'où venait mon effondrement. J'ai compris que ça, c'était l'effondrement. Mais il y avait quelque chose d'aussi magnifique et magnifié. Je ressentais que, en fait, c'était un effondrement béni. Je m'explique. Je crois beaucoup à cette notion, et d'ailleurs la Nuit Noire de l'âme défend beaucoup cette histoire, hein, ce rapport entre la mort et le vivant, ce rapport entre, voilà, renaître de ses cendres, comme le phénix, on renaît de ses cendres. Et donc là, c'était vraiment ça en fait, c'était un effondrement où je devais mourir
tuer cette petite fille parfaite complètement pour laisser place à une nouvelle version de moi tellement accomplie, qui a sa légende de vie, qui a sa mission de vie, qui a tout en fait pour se réaliser maintenant, qui a vraiment toutes les armes. Et là, je l'ai vraiment ressenti cette nuit-là. Et d'ailleurs, ça s'est manifesté comment? C'est que le lendemain, quand je me suis réveillée, je me rappelle, j'étais apaisée, très apaisée, après toutes ces larmes qui se sont avérées être finalement une sorte de purification, ouais, d'une sorte de purge. Donc je me suis réveillée, je me rappelle, je suis partie voir mes parents, et ensuite je suis partie à la bibliothèque. Et quand je suis partie à la bibliothèque, je l'ai vu, et je suis partie le voir. Je me rappelle, je suis partie le voir, mais de manière tellement sereine, parce que il y avait une partie de moi qui était contente qu'il se soit marié avec une autre femme, parce que je me disais, tu vois, Litchi, c'est un homme, et c'est une relation qui demande de vibrer à de hautes fréquences. Et tu n'es pas du tout, mais pas du tout prête. Donc c'est très bien qu'il ait pu trouver lui-même la femme qui le correspondait. Donc je tiens quand même à préciser qu'il m'avait rien dit encore à ce moment-là. Bref, donc je vais voir mes parents. Et ensuite je file à la Bulac, donc à la bibliothèque. Et là je le vois et je vais m'asseoir près de lui. Et on parle, on parle, on parle, parce que nous quand on est ensemble, on peut plus nous arrêter quoi. On est de vraies pipelettes. Et donc on parle, on parle, on parle. Et puis je vois son alliance en fait. Et là ça me titille. Et je lui demande, est-ce que je peux te poser une question intime? Et là il me regarde, il me dit, bah oui. Et je lui dis, non mais j'ai peur. J'ai peur de te la poser, j'ai peur. J'ai peur, j'ai peur. Et lui, il était très patient et très attentif et il me disait, non mais ne t'inquiète pas, tu peux me la poser. De toute façon, si tu as peur, tu peux me l'écrire. Tu peux m'écrire, tu peux m'envoyer voilà, un message et voilà, ne t'inquiète pas. Et j'ai pris mon courage à deux mains. Oh mon Dieu. Et je lui ai demandé, est-ce que tu t'es mariée? J'ai l'impression que tu t'es mariée. Ah oui, voilà, attendez, je retrouve la phrase parfaite. La parfaite formulation que j'ai utilisée. Je lui ai dit, je pense avoir deviné que tu t'es mariée parce que j'ai vu une alliance à ton doigt. Et là, il m'a regardé en acquiesçant et il a dit, oui, tu as bien deviné. Et il m'a regardé en me disant, à peine, il me regardait à peine, mais il disait, j'avais honte de le dire par rapport à ce qui s'était passé entre nous. Et là, je le regardais dans les yeux et je lui dis, mais pas du tout, tu ne dois pas avoir honte. Tu ne dois pas avoir honte parce que toute notre histoire est parfaite. Toute notre histoire est parfaite. Le timing est parfait. Et je suis contente pour toi. Je suis vraiment très contente pour toi. Et je te souhaite tout le bonheur du monde. Et je le sentais vraiment très gênée et en même temps apaisée. Et je continue mes mots. Et je lui dis, mais tu sais, nous deux, c'est beaucoup plus fort que ça. On n'est pas dans l'ego, on n'est pas dans le contrôle de oui, il faut que tu sois à moi, oui, la possession. Non, 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 monsieur, là, on n'est pas dans ce genre de choses. Nous, nous on est plutôt dans quelque chose de beaucoup plus sain. Moi, je suis vraiment contente pour toi. Et honnêtement, je le pensais vraiment à ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est ce que j'expliquais toujours à mon ami que j'avais rencontré avant, que j'accompagnais dans le parcours Flamme Jumelle. Et j'arrêtais pas de lui dire ça. Je lui disais, si j'apprends que Ananas s'est marié, je serai tellement heureuse pour lui. Mais pourquoi j'étais dans la tristesse la veille parce que c'était difficile à digérer, quoi. C'était vraiment difficile pour mon ego et même pour mon cœur. Enfin, ça ne change pas que je suis humaine et que j'avais des attentes par rapport à cette relation. Bref, et donc après lui avoir dit ça, il m'a répondu... En fait, il me répondait à peine parce que quand même, là, je me rendais pas compte, mais je lui ai dit des choses incroyables, hein. Je lui ai dit, mais tu sais, moi j'ai accès à ton cœur. Je lis en toi comme dans un livre ouvert. Je sais le pourquoi du comment. Donc notre histoire, voilà, elle n'a pas de besoin d'attache. Et là, il me répondait en acquiesçant. Il répondait en acquiesçant, en parlant à peine, et puis on a bifurqué vers d'autres choses. Et je me rappelle être rentrée chez moi et avoir été vraiment apaisée en fait, qu'on ait pu avoir cette discussion et que j'ai pu lui dire toutes ces choses et qu'on ait mis vraiment voilà, les cartes sur les tables, quoi, que maintenant c'est clair.
Sauf que très vite, très très vite, il y a eu une habitude qui s'est avérée vraiment très très dangereuse. En tout cas, moi que j'ai jugée très dangereuse, c'est que on avait l'habitude de se retrouver à la bibliothèque dans les semaines qui suivaient, hein, mais avec une légèreté, mais tellement, tellement évidente, on pouvait passer des heures et des heures. Pour vous dire, on embêtait les gens qui étaient à côté. Oh mon Dieu, je me détestais à ce moment-là. On embêtait les gens. Les gens nous disaient à la bibliothèque, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez arrêter de parler, s'il vous plaît. Parce que vraiment, on pouvait passer, voilà, à midi, de midi jusqu'à 20 heures, on pouvait parler. Parler, 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 parler de tout et de rien, de politique. Bon, lui, c'est un fou d'histoire. Et de civilisation arabo-africaine. Et moi, je suis dans la linguistique arabo-africaine. Du coup, voilà, y a beaucoup de points en commun. Donc, on pouvait parler, bifurquer, faire plein de choses. Et là, il y a quelque chose qui m'a un petit peu dérangée. C'est que, en fait, je me rendais compte vraiment de nos points communs. C'est-à-dire que toutes les semaines qui ont suivi, où on pouvait passer des heures à parler, je me rends compte que notre relation n'était pas platonique. Et ça, c'était quelque chose que je n'avais pas conscience avant. Vous allez me dire, oh non, mais... Non, mais si, vraiment, vraiment, j'avais vraiment... Je voulais croire, en fait, à ce que... Parce que j'ai beaucoup de mal à être terre à terre. J'ai vraiment... je le voyais vraiment comme quelqu'un de céleste. Et puis moi-même, je me voyais, voilà, en dehors de la terre, en dehors de toutes ces conventions sociales. Voilà, on n'est pas des amoureux, on n'est pas des amants, on n'est pas des amis, on est juste des âmes. Non, mais non, en fait. Tu es une âme et tu es terrestre. Et ton âme est coincée sur terre. Et ton âme est coincée dans ton corps, que tu le veuilles ou non. Litchi, c'est comme ça. Et là, ça m'a frappé en fait en plein visage. Je me suis rendu compte que notre relation n'était pas du tout euh, platonique. Parce que il me disait des choses du style, un truc tout bête, hein, mais par exemple, on a parlé de. On avait parlé de quoi déjà? Attendez. On avait parlé des préférences, voilà. Des préférences en couple. On est en train de parler du couple et des préférences qu'on peut avoir dans le choix d'un partenaire de vie, bref. Et donc lui, il me dit que lui, il avait une préférence quand même pour les filles grandes. Et il faut savoir que moi, je suis plutôt grande. Mais ça m'a marqué. Parce que moi, j'ai toujours su il incarnait parfaitement de A à Z, euh, de A à Z. Ah, Barbara dit qu'elle doit nous laisser. Oui, ma belle, bah je te laisse y aller, ma belle. De toute façon, il y aura le replay. Barbara dit, mais moi je trouve ça horrible, ça te dérange pas de ne pas avoir d'échange amoureux avec lui? Je dois vous laisser. Bah bon, je vais en parler, ne t'inquiète pas, ma belle, c'est une très bonne question. Et je vais en parler, je vais en parler. Ne t'inquiète pas, j'espère juste. L'amour, selon Platon, parle de l'amour des âmes jumelles. Oui, 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 bien sûr, il y a le fameux mythe de Platon avec... Oui, 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 exactement, oui, Mina, je suis tout à fait d'accord avec toi. On va en parler, ne t'inquiète pas. Pas dans cette capsule, mais dans une autre. Mais... attends, je perds le fil. Oui, donc je disais attendez, il faut que je reprenne mes esprits. J'étais en train de parler de... Oui, voilà, donc de ses préférences. Donc lui, il me disait, oui, voilà, euh, j'ai des préférences pour les grandes et tout. Et je me rappelle de sa manière de me l'avoir dit. Il me l'avait dit en me disant, limite, attention, hein, ne crois pas que... Mais en fait, les faits, ils sont là. Parce que moi, j'étais persuadée que c'était l'incarnation de l'homme euh, idéal pour moi. Mais je n'avais jamais su si j'étais l'incarnation de la moitié idéale pour lui. Il ne me l'a jamais dit et il m'a jamais rien dit dans ces mots qui me permettaient de le voir. Mais au fil des semaines, il libérait sa parole et tout ce qu'il disait coïncidait avec cette théorie de dire que j'incarnais pour lui aussi la moitié idéale pour lui. Aïe, 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 aïe. Quand je me suis rendu compte de ça, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment agacée. Déjà, ça m'agaçait moi parce que je me disais, mais regarde Litchi, en fait, le genre de relation humaine que tu es en train de construire là.
C'est quoi là en fait là? C'est quoi là? Vous êtes amis? Vous êtes... C'est quoi ça? Arrête d'être trop dans le céleste, arrête d'être trop dans l'âme, reviens sur terre. Et donc je me suis promise, je me suis voilà, un petit peu fait violence et je me suis dit, ok, à partir de maintenant, je vais l'ignorer et je vais le fuir limite. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand je le fuyais, eh ben, Dieu me ramenait toujours vers lui. Je le fuyais, mais lui, il arrivait à me trouver. Comment? C'est-à-dire, par exemple, dans l'enceinte de la bibliothèque, moi j'essaie de me cacher, mais il revenait vers moi. Et quand on était ensemble, c'était plus fort que nous, on parlait, on parlait, on parlait. Mais moi, dans mon cœur, je me disais, mais j'ai envie de fuir, mais je pouvais pas. Vraiment, c'est comme un aimant, j'arrivais vraiment pas à le fuir. Euh, voilà. Coucou Conti, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Donc je me suis vraiment fait violence et je me suis dit, mais il faut absolument que je mette un trait à cette histoire, quoi. Il faut que je le fuis. Mais je vous promets qu'à chaque fois que je faisais ça, c'était impossible. Vraiment, et je me suis dit, Seigneur, ok, j'ai compris que tu m'envoies vers lui, mais moi, ça m'énervait. Vraiment, il y avait un moment là, ça m'énervait. Et ça, c'était vraiment très récent, hein. Ça, c'était là. C'était vraiment pas très longtemps. C'était c'était il y a pas très longtemps. Donc, quand je dis pas très longtemps, c'était novembre, décembre, hein. Ouais, c'était en novembre, surtout le mois de novembre. Je me rappelle m'être énervée contre moi-même et m'être dit, il faut que tu arrêtes de lui parler. Arrête de lui parler, fuis-le, fuis-le, fuis-le. C'est un homme marié, c'est un homme marié, c'est un homme qui ne veut pas de toi en fait. Dans les faits, il ne veut pas de toi. Ah. Mais je vous promets les amis, Allah me ramenait tout le temps vers lui. Par exemple, un exemple tout bête, hein. Je me rappelle un jour après avoir prié, je suis partie dans mon à la cafétéria. Et je suis partie dans la machine à café et je me suis dit, ok, je vais y aller et voilà quoi, je vais pas aller le saluer. Comme je vous ai dit, j'ai d'habitude, je peux aller le saluer après que j'ai travaillé, quand je prends une petite pause et tout. Mais là, je me suis dit, non, tu le fuis. Donc, je vais à la machine à café et là, qui je vois apparaître? Je vous laisse deviner. Je vous laisse deviner. Donc, monsieur arrive, monsieur Ananas arrive et vient devant moi, me dit, oh, ça va? Très enjoué, normal, dans les plus grands des calmes. Alors que moi, dans ma tête, je me disais, oh non, oh non, pas encore lui, j'essaie de le fuir, Seigneur, tu peux m'aider un petit peu? Et donc là, il s'est assis près de moi et on a commencé à parler. Mais attendez, parce que franchement, cette discussion-là était incroyable. Il m'a avoué un truc. On a commencé à reparler un peu de mythes flammes jumelles. Enfin, pas vraiment des mythes flammes jumelles, mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le lien d'âme et l'énergie. Et je lui ai dit, est-ce que on dit souvent que le runner, il y a un moment donné, il a un éveil lumineux et il y a quelque chose qui s'ouvre dans son cœur et c'est comme s'il se réveillait, quoi. Il reçoit ça comme une foudre dans son cœur qui le réveille et qui le fait penser à son jumeau. Est-ce que ça t'est arrivé à toi? Je lui ai dit ça comme ça. Et là, il m'a regardé un petit peu hésitant en disant peut-être. Et je lui ai regardé en me disant mais comment ça peut-être? Soit c'était arrivé, soit c'était pas arrivé. Et lui, il a commencé à rire en disant mais avec toi c'est vraiment binaire, hein. C'est soit oui, soit non. Et moi je lui ai répondu non mais là il n'y a pas question de binaire monsieur, c'est soit tu l'as eu, soit tu l'as pas eu. Et là j'ai repensé un petit peu à toute la théorie sur le runner qui sait pas parler de manière très claire, bref. Et donc ça m'a amusée et j'insistais, je lui disais mais oui ou non? Oui ou non, c'est simple. Et là il a acquiescé en murmurant oui. Donc comme je me suis dit oh d'accord, ok. Et puis on a commencé à parler. Non mais les gars, s'il vous plaît, on a parlé jusqu'à 22 heures, jusqu'à qu'il m'a dit bon écoute Litchi, je dois aller chercher mon sac parce qu'il faut faire la pulac quoi. Oh my god. Bref, donc il est parti, on s'est quitté comme ça. Et les jours qui ont suivi, ça a été pareil. Moi, j'essaie de le fuir et jusqu'à maintenant, j'essaie de le fuir. Mais aujourd'hui, voilà. Pour vous expliquer un peu notre situation,
aujourd'hui, il est marié avec une autre femme. Et voilà, et moi je peux être amenée à le côtoyer à la bibliothèque, mais j'essaie toujours de le fuir. Sauf qu'il y a toujours des choses qui font qu'on se reconnecte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc maintenant, pour parler, en fait, je me dis qu'il faut que j'essaie de parler de l'islam et du regard islamique. Mais moi, dans la question de l'islam, je pense qu'il faut vraiment comprendre que on est vraiment sous pilotage automatique déjà de la volonté de Dieu dans ce mythe. Et surtout que notre destinée, on comprend encore plus la notion de destinée dans ce mythe. Il n'y a pas plus évident que la destinée. Et moi, ça m'émeut tout le temps quand je repense à mon histoire, parce que je me dis, mais attendez, c'est incroyable. Euh, on a vraiment deux chemins de vie tellement différents. Il a 10 ans de plus que moi, il est d'une origine différente. Il s'est même marié, mais on se retrouve toujours, on se retrouve encore et encore et encore. Et ça va faire presque 2 ans et demi maintenant. On est toujours amené à se retrouver, à se retrouver. Mais moi, aujourd'hui, au moment où je parle, je me dis que cette âme-là, c'est une âme qui m'a été donnée comme un cadeau. Ça m'a été donné pour grandir. Elle m'a été donnée pour faire preuve d'humilité et pour devenir la meilleure version de moi-même. Mais j'avais vraiment pas compris la finalité amoureuse. Comme l'a dit Barbara tout à l'heure, d'ailleurs, je vais répondre à ces questions. Elle m'a. J'avais vraiment pas compris qu'on devait être en couple. Honnêtement, à aucun moment je m'étais dit qu'on devait être en couple parce que j'avais rien comme preuve qui le prouvait. En tout cas, à mon niveau. J'avais rien qui me le prouvait. Mais là, ces derniers mois où j'ai pu converser avec lui, j'ai compris que. En fait, c'est vraiment réel là. C'est vraiment réel. Il est comme moi, il me perçoit comme sa moitié idéale. Et ce que je ne vous ai pas raconté, c'est qu'il y a quelques semaines, hein, c'est vraiment tout récent, il y a quelques semaines, comme je l'ai raconté dans l'autre capsule, je peux ressentir sa douleur. Mais il y a quelques semaines, il s'est passé quelque chose d'incroyable, c'est que j'avais une grande pression dans ma poitrine et j'étais en train de me demander mais d'où viennent ces ondes et je me suis sentie totalement dans un mood où je devais m'abandonner en fait à l'écoute de ces ondes. Donc je me rappelle, j'étais chez ma tante, je suis partie dormir chez elle et j'étais dans le lit. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on a une conversation incroyable. Mina me dit, le mien n'est pas musulman. Oh, ok, d'accord. Bah voilà, comme quoi il y a vraiment des différences incroyables hein, qui se jouent. Oh là là, Mina, il faut vraiment qu'on se parle, il faut vraiment qu'on se parle. Attends, ma belle, je te reprends juste après. Du coup, j'étais dans mon lit, je m'allongeais et j'étais en train de ressentir vraiment sa parole. Qu'est-ce qu'il me disait? Déjà, j'entendais comme des pleurs, des sanglots. Il pleurait à chaudes larmes. Il était limite étouffé par ses sanglots parce qu'il se disait, je regrette. En fait, ses pleurs transpiraient la, le regret. Il leur pleurait, il pleurait, il pleurait. Et il me demandait pardon. Il me demandait pardon. Et après, je le caressais. Après ton live, si tu veux, j'ai la pêche. Ok, oui, pourquoi pas, moi aussi. Il me demandait pardon. Oh mon Dieu, il y a 27 secondes qui restent. Bref, donc il me demandait pardon. Je crois que je vais finir sur cette phrase. Il me demandait pardon et moi je le cajolais et je disais que j'acceptais son pardon avec plaisir. Et je me suis réveillée comme ça en fait. Je me suis endormie, je me suis réveillée, voilà. Le live va finir, ok, bon. Le live va finir. C'était pas du tout ce que j'avais prévu.